L'histoire commence alors que l'abîme menace de détruire la ville natale de Noël. L'abîme est une forêt qui se forme lorsque trop de mana remplit l'air, reliant le monde des humains au royaume démoniaque appelé le vide. Lorsque l'abîme s'approfondit, des créatures plus puissantes émergent, et ce soir, l'abîme a atteint une profondeur de 12, suffisant pour invoquer une créature mortelle connue sous le nom de Seigneur. Brandon, le grand-père de Noël, autrefois le chercheur le plus puissant et connu sous le nom de légendaire Overdette, se prépare au combat tandis que la menace se précise, saisissant son arme en murmurant qu'il n'aurait jamais pensé la manier à nouveau. Brandon ordonne à Noël de rester à l'abri, prétendant que des renforts arriveront bientôt. Cependant, Noël connaît trop bien son grand-père, l'aide ne viendra pas. Brandon se prépare à affronter le Seigneur seul, et Noël réalise que son grand-père compte le vaincre lui-même. Avec une confiance légendaire, Brandon rappelle à Noël de ne pas douter de lui, en lui demandant s'il a oublié qui il est, Overdette, un nom craint de tous. Il promet de protéger Noël de sa vie, et Noël l'appelle alors qu'il s'éloigne. Tandis que Brandon se prépare au combat, il pense à dire à Noël qu'un homme ne peut jamais se laisser marcher sur les pieds, quelle que soit la situation. Noël se cache dans l'abri, terrifié, son esprit tourmenté par des pensées sur son grand-père. Il reste caché, le sentiment de terreur grandissant à mesure que le temps passe. Finalement, Noël sort de l'abri et trouve Brandon gravement blessé. Brandon réfléchit à son sort, reconnaissant que même Overdette a ses limites. Il dit à Noël que c'est la voie des chercheurs, choisir une vie de combat signifie vivre avec la mort toujours proche. Malgré son état, Brandon demande à Noël s'il veut toujours devenir chercheur, sachant les dangers que cela implique. Noël, retenant ses émotions, répond avec détermination. Il dit à son grand-père qu'il suivra la même voie et deviendra chercheur. Brandon, fier, dit à Noël que devenir chercheur ne suffit pas, il doit devenir le plus fort, et il demande à Noël de promettre qu'il le surpassera un jour. Noël jure alors qu'il deviendra le chercheur le plus puissant. Brandon rit avec fierté et dit à Noël qu'il l'aime. À ce moment-là, Brandon rend son dernier souffle, et Noël hurle de douleur. 2 ans ont passé depuis, et nous voyons que Noël a tenu sa promesse de devenir un chercheur. Son équipe est confrontée à des monstres, et Noël leur donne des ordres avec expertise sur la meilleure façon de remporter le combat. Noël appartient à la classe de soutien la plus faible appelée Talker, mais il en est fier. Après avoir vaincu les monstres, l'équipe commence à les dépecer. Noël explique que les vampires inférieurs ne peuvent pas utiliser la magie, mais leur reine peut se reproduire rapidement, créant des rejetons à l'infini, chacun suffisamment puissant pour déchiqueter un bœuf. Alors qu'ils élaborent une stratégie, un vampire attaque Noël, mais Tanya le sauve à temps. L'équipe envisage de cibler directement la reine pour arrêter les rejetons, mais Noël déconseille cette idée. Il explique que leur équipe de rance devrait se concentrer sur les rejetons d'abord pour augmenter leurs chances de succès. L'équipe sait à quel point Noël est crucial pour leur succès, reconnaissant que, en tant que buffer du groupe, il a l'autorité de leur donner des ordres. Malgré leur rang, ils peuvent accomplir cette mission de rang B grâce à la direction et aux compétences de Noël. Noël réfléchit ensuite silencieusement à son rôle. Être un talker signifie qu'il se spécialise dans le soutien, utilisant ses mots de renforcement pour augmenter les capacités de combat de l'équipe. Cependant, sa propre force de combat est faible, et il doit entièrement compter sur ses camarades en bataille. C'est pourquoi les talkers sont souvent ridiculisés comme étant la classe la plus faible. Soudain, la reine surgit de nulle part, libérant un gaz toxique. Le gaz se propage rapidement, semant la panique. Lloyd et Walter reconnaissent immédiatement qu'ils doivent sauver Noël en premier, car ils savent qu'ils sont impuissants sans ses renforts. Tanya les suit alors qu'ils se précipitent pour le sauver. Cependant, dans la confusion, Tanya est frappée par le monstre. Sans les renforts de Noël, Lloyd et Walter ont du mal à riposter et savent qu'ils ne peuvent pas gagner sans lui. L'équipe supplie Noël de leur donner des ordres et lui rappelle qu'il est censé être le talker. La colère monte en Noël alors qu'il leur dit de ne pas le sous-estimer. Il sort son arme et se prépare à montrer à son équipe comment un talker combat. Noël utilise sa compétence de talker appelée tacticien, en donnant des ordres à son équipe. Il augmente les capacités des membres de 25%. Noël ordonne à son équipe de sans cervelle d'éviter une attaque, puis utilise sa voix de bataille, augmentant la vitesse de récupération de la vigueur et du mana de son équipe. Noël demande à Tanya de lancer une barrière sur les 2 guerriers et les fait détruire la bête. Cependant, la situation empire lorsqu'il remarque la présence d'autres monstres à proximité. Tanya commence à paniquer, alors Noël utilise sa compétence de soutien pur pour stabiliser son état mental frénétique. Noël règle un chronomètre sur 74 secondes et déclare qu'il s'occupera des petits ennemis pendant que les autres se concentreront sur le corps principal. Il continue d'instruire les autres sur chaque mouvement à faire et leur dit de préparer leur attaque la plus puissante. Noël paralyse tous les petits ennemis et prépare son pistolet magique, la seule arme anti-bête sur laquelle un talker comme lui peut compter. Noël tire une balle de glace pour geler les démons, mais l'un d'entre eux s'échappe. Il ne lui reste qu'une balle et 43 secondes au chronomètre. Noël détermine que la bête l'atteindra en 23 secondes, il a donc juste assez de temps pour dire aux autres d'attaquer le corps principal. Il parvient à transmettre le message juste avant que la bête ne l'attaque,
et ses équipiers sans cervelle déclenchent leur attaque. Tanya est étonnée qu'ils aient réussi à gagner, mais elle est horrifiée de voir que Noël a été frappé. Ce n'est cependant pas le cas, car le timing de Noël était parfait, il a esquivé juste assez pour éviter l'attaque, mais avait aussi pris en compte dans ses calculs que les rejetons perdraient leur capacité à bouger une fois la reine vaincue. Le combat se termine exactement comme Noël l'avait prédit, la mission étant accomplie en 74 secondes. Ses coéquipiers, impressionnés, le taquinent en plaisantant pour sa confiance excessive dans son timing risqué. Les pensées de Noël dérivent alors vers un souvenir de son grand-père. Enfant, il avait été contrarié d'être un talker et voulait être un guerrier comme son grand-père. Ce dernier l'avait rassuré, promettant que son talent brillerait et qu'il l'aiderait à devenir le chercheur le plus fort. De retour au présent, Noël réaffirme silencieusement son objectif de surpasser son grand-père, même en tant que talker, le rôle que la plupart des gens considèrent comme le plus faible. Noël explique ensuite comment Aitré, la capitale de l'Empire Wellnan, prospère grâce à la magie et à la technologie dérivée des recherches sur les bêtes. La ville dépend des chercheurs pour la protéger de l'abîme, et ces derniers sont admirés comme des héros. Plus tard, alors que l'équipe profite d'un repas, Noël réfléchit à la façon dont, à 15 ans, il a commencé à chercher des compagnons à Aitré, sachant qu'en tant que talker, il ne pouvait pas se battre seul. Walter, fier de leur récompense de 5 millions de fils, parle de leur progrès, tandis que Tanya et Lloyd discutent de viser plus haut. Noël, cependant, pense silencieusement qu'il pourrait bénéficier d'avoir un éclaireur, mais pour l'instant, il se concentre sur l'acquisition d'expérience avec son équipe actuelle. La conversation change lorsque Walter demande à Noël s'il est contrarié par la récompense. Walter, étant ivre, taquine Noël sur son souci de l'argent, affirmant qu'un chercheur devrait avoir un grand cœur. Les paroles de Walter sur l'argent rappellent à Noël un souvenir de son grand-père. Celui-ci lui avait expliqué que les chercheurs doivent donner la priorité à l'argent pour acheter le meilleur équipement et les meilleures provisions pour survivre. Être qualifié de cupide ou d'égoïste est une marque de réussite, pas de honte. Son grand-père, connu sous le nom de Overdette, avait enseigné à Noël de ne jamais laisser les autres le regarder de haut, quelles que soient leurs opinions. De retour au présent, Noël insiste sur le fait qu'il n'est pas contrarié, mais Walter continue de le critiquer. Cela s'intensifie en un échange d'insultes, avec Noël qui se moque de la dépendance de Walter à l'égard de l'âge pour l'autorité, en disant que la capacité est tout ce qui compte pour un chercheur. Noël ridiculise Walter pour utiliser son âge afin d'imposer son point de vue. Furieux, Walter accuse Noël de rester en sécurité au combat pendant que les autres prennent des risques. Walter lui rappelle qu'il risque sa propre vie pour encaisser les coups des autres, mais Noël continue de le narguer. Leur dispute s'intensifie, Walter affirmant qu'il mettra fin à la vie de Noël, et Noël accepte son défi. Lloyd intervient pour mettre fin à la querelle et leur rappelle qu'ils sont tous des camarades. Il propose de partager la récompense et de clore la soirée, calmant avec succès la tension entre eux. Après avoir terminé la mission, l'équipe ne se retrouve qu'avec 250 000 fils chacun après avoir payé l'homme du clan. Tanya est déçue du montant, trouvant qu'il était trop faible pour les efforts fournis. Lloyd explique que bien que la mission ait été difficile, des missions comme celle-ci sont rares et qu'ils gagneront plus d'argent lorsqu'ils prendront un autre travail. Cependant, Noël souligne que contrairement aux clans officiels, ils ne reçoivent pas de missions directement du pays, ce qui limite leurs opportunités et leurs revenus. Il mentionne à quel point des missions comme celle-ci sont rares pour des chercheurs indépendants comme eux et à quel point c'est plus difficile sans être membre d'un clan. Lloyd met à jour le groupe sur leurs économies totales, qui s'élèvent à un peu plus de 12,8 millions de fils. Sans hésiter, Noël propose d'utiliser cet argent pour créer leur propre clan. Lloyd avertit Noël que la création d'un clan nécessite de payer 20 millions de fils, soit bien plus que ce qu'ils ont actuellement. Noël répond avec confiance, affirmant qu'il est prêt à couvrir les 7,2 millions restants avec ses propres économies. Sa détermination est claire, il croit qu'établir un clan leur permettra de se libérer des missions de second plan et de vraiment progresser. Malgré les avertissements de Lloyd sur le coût élevé de la location d'une base d'opération dans la capitale, Noël reste inébranlable, expliquant qu'il a déjà trouvé un endroit bon marché. Lloyd exprime des doutes quant à leur capacité à gérer un clan, soulignant qu'ils ne sont encore qu'une jeune équipe de rances et inexpérimentés. Il pense qu'ils ne sont pas prêts pour une telle responsabilité. Noël remet en question cette pensée, demandant à Lloyd quand ils seront prêts. Il soutient que s'ils n'agissent pas maintenant, ils resteront coincés en tant que chercheurs de rance et pour toujours. Il insiste sur le fait que l'expérience viendra en gérant un clan, pas en attendant de se sentir prêt. Lloyd continue d'exprimer ses inquiétudes, affirmant que sans la confiance du pays, ils ne recevront pas les missions bien rémunérées dont ils ont besoin pour réussir. Noël réplique en expliquant que leur jeunesse, leur attractivité et leur force sont des atouts que le pays valorise. Le gouvernement veut plus de chercheurs, et un chercheur couronné de succès est souvent perçu comme une idole et un héros. Il croit que leur apparence et leurs compétences les aideront à réussir, et mentionne même que signer des contrats avec des entreprises pourrait leur apporter des parrainages et des revenus supplémentaires. Walter, encore choqué par la conversation, n'arrive pas à croire que le fait d'être beau pourrait les aider à obtenir un meilleur traitement de la part du pays.
Mais Noël reste confiant, allant même jusqu'à dire à Walter que, malgré ses défauts, il a aussi l'apparence nécessaire pour améliorer l'image du clan. Walter, initialement sceptique, est finalement convaincu par les arguments de Noël. Fatigué de faire des missions de second plan, il accepte l'idée de former un clan, ajoutant que le statut, la renommée et l'argent sont tous attrayants. Il fait même une blague grossière sur l'utilisation de son nouveau statut pour attirer des femmes, ce qui pousse Tanya à le réprimander. Avec Walter à bord, Noël se tourne vers Lloyd pour connaître son opinion en tant que chef. La détermination de Noël choque tout le monde lorsqu'il révèle que, s'ils ne sont pas d'accord pour former un clan, il est prêt à quitter l'équipe et à prendre sa part des économies. Il leur rappelle qu'il a un rêve, devenir le plus grand chercheur, surpassant même son grand-père, le légendaire Overdette. Lloyd est stupéfait par la conviction de Noël, mais il comprend que c'est quelque chose sur lequel Noël n'est pas prêt à faire de compromis. Après avoir réfléchi, Lloyd accepte, expliquant qu'ils devront de toute façon prendre cette décision tôt ou tard. Tanya, encore incrédule, questionne le choix de Lloyd, mais il la rassure en disant que c'était toujours le chemin qu'ils allaient emprunter. Lloyd recommande qu'ils continuent à discuter des détails plus tard, après s'être reposés et remis de la longue journée et de tout l'alcool. Le groupe accepte de se réunir à nouveau dans 2 jours pour finaliser leur plan. Alors que tout le monde s'en va, Tanya arrête Noël, mais elle finit par simplement lui dire au revoir. Le lendemain, Walter annonce frénétiquement à Noël que Lloyd et Tanya les ont trahis, les laissant ébranlés et incertains de ce qu'il faut faire ensuite. Après que Noël ait lu la lettre et confirmé ce qui s'est passé, Lloyd a investi tout son argent dans des paris il y a quelques années, et maintenant il est lourdement endetté. Pour payer sa dette et fuir la capitale avant d'être découvert, il a détourné l'argent du groupe. Noël trouve la situation incroyablement drôle, car Lloyd s'est toujours montré comme une personne noble et chevaleresque. Mais revenant aux affaires sérieuses, Noël demande à Walter quand et où il a trouvé la lettre. Walter explique qu'il a entendu parler d'une offre d'emploi intéressante la veille au soir, alors il s'est rendu dans la chambre de Lloyd dès le matin pour lui en parler, mais à son arrivée, elle avait déjà vidé sa chambre. C'est alors que l'aubergiste lui a montré la lettre. Selon l'aubergiste, Lloyd et Tanya ont quitté l'auberge vers 20 h la veille, juste avant la fermeture des portes de la ville. Dans des circonstances normales, ni Noël ni Walter n'auraient découvert cela avant l'après-midi suivant, donc Lloyd essayait de gagner le plus de temps possible avant de s'échapper. Il est 9 h 30 du matin, et même s'ils ont découvert l'affaire plus tôt que prévu par Lloyd, cela fait déjà plus d'une demi-journée qu'il est parti. Ainsi, lui et Tanya ont probablement déjà parcouru une distance considérable. Cependant, il doit y avoir des registres aux portes de la ville indiquant dans quelle direction ils se dirigeaient, et il est probable qu'ils soient partis à pied, donc Noël et Walter pourraient les rattraper s'ils prennent un cheval. Walter est impatient de partir, mais Noël lui rappelle que ce n'est pas aussi simple que de les poursuivre pour récupérer l'argent. Lloyd et Tanya ont choisi d'abandonner leur groupe, ce qui est une trahison certaine. Donc, au pire, s'ils les rattrapent et les confrontent, cela pourrait se transformer en un combat à mort. Et même s'ils battent Lloyd et Tanya, ce serait une perte de temps, car Lloyd a déjà dépensé tout leur argent. Cependant, cela ne signifie pas que Noël va les laisser s'en tirer sans conséquence. Après s'être habillé, Noël emmène Walter à la taverne locale, mais Walter ne comprend pas pourquoi ils sont là. Noël ne veut pas perdre de temps à expliquer son plan à Walter, le trouvant trop idiot pour le comprendre, alors il lui dit simplement de le suivre. Noël entre et attire immédiatement l'attention de tout le monde dans la taverne. Il annonce que 2 membres de son groupe ont volé l'argent du groupe et se sont enfuis de la capitale, et qu'il est prêt à payer 2 millions de fils à quiconque pourra les ramener vivants. Walter commence à paniquer et demande à Noël pourquoi il a annoncé leur situation à toute la taverne, mais Noël lui répond qu'il y a une personne particulière qu'il cherche, et qu'il a fait cela pour gagner du temps. Le premier groupe a accepté la mission de Noël et le groupe Lightning Beat. Noël donne au chef toutes les informations qu'il a sur la fuite de Lloyd et Tanya. Peu après, plusieurs autres groupes décident de prendre le travail, mais Noël n'a toujours pas trouvé la personne qu'il cherchait. Soudain, un homme louche s'approche de Noël à propos de son offre d'emploi. Cet homme semble en savoir quelque chose, ce qui est exactement ce que Noël attendait. Ils sortent pour parler, et l'homme explique qu'il a vu un couple quitter la ville la veille, et que leur description correspond parfaitement à celle donnée par Noël. Il est certain de savoir où ils se dirigent, mais le seul problème est que le groupe de l'homme n'est pas assez fort pour vaincre Lloyd et Tanya seul. Noël offre donc de l'aider, mais il ne paiera que 1 million au lieu des 2 millions initialement proposés. L'homme essaie de négocier pour obtenir les 2 millions, mais Noël l'a déjà démasqué et sait que l'homme est trop fauché pour refuser le million. Finalement, l'homme cède et accepte les conditions. Noël lui dit alors de préparer son groupe et de le retrouver à la porte sud. Il dit également à Walter de l'attendre là-bas, car Noël a quelque chose à faire en premier. Un peu plus tard, Noël a terminé ses préparatifs et rejoint tout le monde à la porte principale. Walter a quelque chose à dire à Noël, il veut savoir si Noël va vraiment bien se battre contre Lloyd et Tanya. Noël n'a aucune hésitation et les tuera volontiers sans aucune pitié. Walter n'arrive pas à croire que Noël ne ressente rien après avoir été partenaire pendant si longtemps, mais dès le jour où ils se sont rencontrés,
Noël avait déjà prévu des plans de contingence pour les éliminer s'ils le trahissaient. Il a même un plan pour éliminer Walter, donc Noël ne leur a jamais vraiment fait confiance depuis le début, et Walter devrait se montrer moins confiant à l'avenir. Plus tard ce jour-là, dans un village reculé, Lloyd et Tanya marchent, et Lloyd lui assure qu'il devrait être en sécurité pour l'instant, afin qu'il puisse se reposer cette nuit. Il est persuadé qu'il n'y a aucune chance que Noël soit assez mesquin pour les poursuivre, même si l'argent a déjà été dépensé. Mais Lloyd a gravement sous-estimé Noël, car ce dernier apparaît derrière eux avec tout un groupe de personnes pour les capturer. Lloyd est sur le point de dégainer son épée pour se battre, mais Noël utilise son pouvoir pour lui ordonner de ne pas bouger, et Lloyd et Tanya sont figés sur place. Maintenant que Lloyd n'a plus nulle part où fuir, Walter commence à lui crier dessus pour sa trahison. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper Lloyd au visage, Noël dit qu'il y a quelque chose qu'il veut lui demander. Il sait que Lloyd a déjà dépensé toutes les économies du groupe, mais l'argent reçu pour la chasse aux vampires doit encore être en sa possession, non? Lloyd nie avoir cet argent et dit qu'il l'a utilisé aussi. Alors Noël lui demande s'il l'a dépensé pour une autre affaire de paris raté. Lloyd avoue qu'il a utilisé l'argent pour rembourser ses dettes. La façon dont Lloyd répond donne à Noël toutes les informations dont il a besoin, et il réalise maintenant que Lloyd est un joueur compulsif. Il a dû parier tellement qu'il s'est retrouvé en difficulté avec des créanciers, mais Noël veut l'entendre de la bouche de Lloyd. Lloyd s'apprête à s'excuser encore une fois, mais Walter l'interrompt et lui crie dessus pour avoir joué tout l'argent qu'ils avaient travaillé si dur à économiser. Lloyd abandonne son acte innocent et réplique qu'il est la véritable victime ici. Il ne voulait pas toucher à l'argent du groupe, mais le jeu était tellement amusant, et d'ailleurs, c'était leur faute à tous de lui avoir confié la responsabilité de diriger. À ce stade, Noël en a assez entendu et donne un coup de pied au visage de Lloyd, puis commence à le piétiner pour avoir cru pouvoir s'en sortir avec de telles accusations sans fondement. C'était lui qui avait dit vouloir devenir le chef, tout ça pour financer son addiction au jeu. Avant longtemps, Lloyd est couvert de sang et supplie d'être pardonné, mais Noël ne connaît pas un tel mot et est prêt à le battre 1000 fois jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Tanya intervient et supplie Noël d'épargner Lloyd, et Noël accepte, mais seulement si elle est prête à prendre les coups à sa place. Noël est un fervent partisan de l'égalité des sexes, donc il n'a aucun problème à la tabasser si c'est vraiment ce qu'elle veut. Il utilise son pouvoir et lui ordonne de confesser son implication. Une fois contrainte de dire la vérité, Tanya avoue qu'elle a parié l'argent du groupe avec Lloyd et, en fait, elle est encore plus accro au jeu que Lloyd. La technique que Noël vient d'utiliser force la cible à révéler la vérité absolue, peu importe quoi, pendant une courte période. Une fois que Tanya reprend ses esprits, elle crie à Noël pour avoir osé utiliser le contrôle mental sur elle, car cela va à l'encontre des lois impériales. Noël sourit et répond qu'elle a raison sur le fait qu'il est illégal d'utiliser le contrôle mental pour des raisons personnelles, mais en ce moment, c'est elle la criminelle, donc l'utilisation du contrôle mental par Noël est considérée comme une interrogation, et est parfaitement légale. Maintenant que Noël a fini de parler au traître, l'homme demande à Noël son paiement, et Noël accepte de le payer, mais il a juste besoin d'une minute. L'homme n'aime pas qu'on lui dise d'attendre, alors il attrape Noël et l'accuse d'essayer de le rouler sur l'argent. Mais Noël le jette au sol et lui assure qu'il sera payé pour son travail, alors il devrait juste rester tranquille et attendre. L'homme est furieux et sort son couteau, prêt à attaquer Noël, mais le menacer était la pire erreur qu'il ait pu faire, car Noël l'assomme immédiatement d'un coup de poing dans la poitrine. Noël avait appris cette technique de son grand-père en la vivant personnellement. C'est un coup puissant directement au-dessus du cœur qui peut temporairement paralyser les muscles cardiaques, faisant même s'évanouir les guerriers les plus expérimentés si c'est bien fait. Le grand-père de Noël voulait qu'il apprenne cette technique, car en tant que talker, il ne peut pas se renforcer lui-même, alors au moins cela lui donnerait une certaine capacité offensive. Les coéquipiers de l'homme traînent son corps inconscient hors de la route, et peu de temps après, un ami de Noël arrive dans un carrosse luxueux. Le marchand d'esclaves infâme, Finocchio Barzini, arrive, et il devient évident que lui et Noël entretiennent de bonnes relations. Finocchio, le chef de la famille Barzini, est connu pour son excentricité mais aussi pour sa fiabilité quand il s'agit de traiter avec Noël. Noël a l'intention de vendre Lloyd et Tanya à Finocchio afin de récupérer l'argent qu'ils ont volé. Tanya proteste, mais Noël lui rappelle froidement qu'il pourrait facilement la remettre aux autorités, où elle serait condamnée à des travaux forcés dans les mines, un sort bien pire que d'être vendue comme esclave. Il argue qu'en tant qu'esclave, ils auraient une meilleure chance de survie, avec peut-être la possibilité de trouver un maître bienveillant. Noël demande à Finocchio d'évaluer Lloyd et Tanya pour la vente, mais après l'évaluation, Finocchio n'offre que 6 millions, une somme que Noël rejette immédiatement. Finocchio explique qu'il ne peut pas offrir plus car l'église de la Sainte-Croix s'apprête à décréter un vœu de pauvreté, et offrir trop attirerait une attention indésirable. Noël, réalisant l'influence de l'église même sur une famille aussi puissante que celle des Barzini, insiste pour obtenir 11 millions. La négociation s'enflamme rapidement, Noël augmentant constamment le prix jusqu'à demander 15 millions, ce qui frustre Finocchio. Finalement, Noël convainc Finocchio d'accepter le prix plus élevé, en lui assurant que si la rumeur se répand que Finocchio a payé une somme aussi importante,
d'autres se bousculeront pour acheter les esclaves à des prix encore plus élevés. Impressionné par l'ingéniosité de Noël, Finocchio lui offre un poste de direction dans sa famille, que Noël décline. Après avoir averti ses coéquipiers de ne rien dire sous peine de mort douloureuse, Finocchio remet un acompte à Noël et commence à emmener Lloyd et Tania. Tania supplie Noël d'avoir pitié, mais celui-ci, impassible, lui rappelle que le pardon ne fait pas partie de son vocabulaire. Elle se tourne alors vers Walter, sachant qu'il a des sentiments pour elle, et le supplie d'agir. Lorsque Walter refuse, elle l'insulte, le laissant stupéfait par la dureté de ses paroles. Après que l'accord est conclu, Noël paie l'homme qui avait tenté de l'attaquer plus tôt et se prépare à partir avec Walter. Cependant, Walter reste perplexe, remettant en question ses choix de vie et envisageant de quitter la vie de chercheur. Noël le rassure, lui disant que dans leur métier, la trahison est courante, et bien que Walter ne soit peut-être pas mentalement fort, il est un guerrier talentueux. Noël exprime son désir de reconstruire leur équipe et de continuer à se battre ensemble. Malgré les encouragements de Noël, Walter décide qu'il ne peut plus mener cette vie de chercheur. Noël respecte sa décision, lui souhaitant bonne chance alors qu'il quitte la ville. Bien que déçu que son équipe se soit dissoute, Noël reste déterminé à reconstruire les Blue Beyond et à les rendre plus forts que jamais. Il refuse d'abandonner son rêve de devenir le plus puissant. Le lendemain, quelque part dans la capitale d'un royaume, une fille finit par faire face à un tableau et dit qu'elle a maintenant trouvé Noël. Pendant ce temps, Noël essaie de recruter de nouveaux membres potentiels pour son clan, mais Wolf ne le laisse pas tranquille, insistant sur le fait que tout chercheur digne de ce nom fait déjà partie d'un clan. À cela, Noël lui dit d'arrêter d'être une nuisance, mais Wolf est convaincu de connaître le meilleur chemin pour le Talker et invite donc le protagoniste à rejoindre son groupe, Lightning Beat. Cela dit, Noël réfléchit et constate que ce groupe, en plus du chef et épéiste Wolf, compte également une archère elfe nommée Licia, ainsi que d'autres membres très talentueux. Même parmi les groupes de Rancé, ils sont l'un des nouveaux venus les plus prometteurs. Wolf ajoute que Noël gagnerait plus d'argent en le rejoignant plutôt qu'en essayant de recruter de nouveaux membres. À propos des membres, Licia demande à son chef d'arrêter de déranger le Talker, en lui reprochant que c'est probablement à cause de ce genre de persistance que la fleuriste l'avait déjà rejeté plus tôt. Wolf se plaint qu'elle révèle des détails personnels sans raison, mais finalement, Noël accepte la proposition à une condition, il doit devenir le chef de Lightning Beat. Sans hésitation, le reste du groupe laisse clairement entendre qu'ils sont d'accord avec cette idée, mais le chef actuel s'y oppose fermement, après tout, c'est lui qui a fondé le clan. Soudain, une silhouette féminine s'approche du protagoniste à la taverne et Noël est impressionné qu'elle ait pu se rapprocher aussi discrètement, surtout que Licia est spécialiste en observation. Elle s'appelle Alma et est venue après avoir vu l'annonce de Noël sur un mur. Noël veut savoir quel âge elle a, car les mineurs ne sont pas autorisés à devenir chercheurs, et elle affirme avoir 21 ans. Bientôt, tout le groupe de Lightning Beat entoure la fille et lui pose toutes sortes de questions personnelles, comme ses hobbies ou son livre préféré. Imperturbable, Alma répond à chaque question sans ciller, jusqu'à ce que Noël lui demande quelle est sa classe et son rang. Alma dit qu'elle est de classe reconnaissance, rang C. Noël sait qu'avoir un expert en reconnaissance dans un abysse, ainsi qu'une archère talentueuse en détection et observation, est un énorme avantage. Plus intrigué, il lui demande pourquoi elle veut devenir chercheuse, mais elle explique qu'elle ne le veut pas. En fait, elle s'intéresse seulement à Noël parce qu'il est le petit-fils d'un héros surnommé Overdette. Son bras tendu, Noël se demande si la fille cherche à se venger, mais elle lui assure qu'elle ne perdrait pas son temps pour quelque chose d'aussi futile. Elle voulait seulement voir quel genre de chercheur le petit-fils d'un tel héros était devenu. Même ainsi, Noël s'excuse si son grand-père a causé du tort, mais Alma ne pense pas qu'une excuse soit nécessaire, car son grand-père est mort le mois dernier. À ce propos, Noël demande le nom de son grand-père, et elle révèle qu'il s'agit d'Alcor Judicali. À l'écoute de ce nom, tout le monde autour d'eux est choqué. Noël se souvient que cet homme faisait partie de la Société des Assassins, un groupe prêt à tuer quiconque pour de l'argent. Alcor était le fondateur et premier chef, un assassin légendaire. À ce moment-là, un homme nommé Logan s'approche d'Alma après avoir entendu la conversation, notant sarcastiquement que si sa prétention d'être la petite-fille d'Alcor est une blague, elle n'est pas drôle. Wolf dit que cela ne concerne pas l'intrus, mais Logan est déterminé à poursuivre son discours. Il ajoute que les tavernes de chercheurs ont des règles tacites où seuls les chercheurs d'un certain prestige sont acceptés. Comme Alma admet qu'elle ne connaissait pas ces règles, l'homme l'avertit que les habitués traitent généralement durement quiconque enfreint ce code de conduite. Alma interrompt le bavard pour demander à Noël ce qui détermine exactement le prestige d'un chercheur. Noël répond que, pour commencer, c'est la classe et le rang, puis c'est une force que tout le monde peut reconnaître. Dans ce cas, Alma conclut qu'elle doit simplement battre ce bavard pour gagner de la reconnaissance. Logan se met en colère d'être défié par cette gamine, il essaie de la frapper, mais Alma esquive avec une rapidité incroyable, lui donne un coup au visage, puis un coup de pied descendant qui le frappe en plein dans la tête. Sur ce, Noël ne perd pas de temps et engage la fille. Sans répondre directement à l'offre, le ventre d'Alma gargouille et elle admet qu'elle a soudainement très faim. Plus tard,
Tout en mangeant une pâtisserie frite que Noël lui avait donnée, Alma remarque qu'elle n'a jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux dans ces montagnes. Le garçon avoue qu'il ne croyait pas vraiment à son histoire de petite fille d'Alcor. Alma répond que dès qu'elle a posé les yeux sur lui, elle a immédiatement cru qu'il était le petit-fils d'Overdette, car le regard du jeune homme montrait qu'il était prêt à tout pour atteindre les sommets. À ce propos, Alma se souvient que son grand-père lui avait autrefois conseillé de ne jamais combattre Overdette, car il était imprévisible et incompréhensible, et personne ne pouvait lui tenir tête. Pour une raison quelconque, le regard de Noël rappelait à Alma ses paroles. Noël lui demande si elle s'entraînait pour devenir une assassine dans les montagnes, et elle confirme qu'elle cherchait à passer du rang reconnaissance à celui d'assassine et au-delà, bien qu'elle n'ait pas encore officiellement atteint le rang B, même si elle a rempli les conditions. Comme Noël ne comprend pas pourquoi elle n'a pas rejoint la société des assassins, puisqu'avec ses compétences cela aurait dû être facile, Alma admet que c'était le plan jusqu'au jour où elle fut opposée à un autre assassin lors d'un entraînement. Dans ce duel simulé, son adversaire montrait un certain potentiel, mais Alma n'eut pas de difficulté à esquiver chaque attaque et à riposter efficacement, finissant par le maîtriser et pointant une dague sur sa poitrine. Désespéré, l'homme lui rappela que ce n'était qu'un test, puis évoqua une leçon de son grand-père, les plus forts survivent et les faibles offrent leur vie aux dieux de l'enfer. L'homme argumenta que ses croyances appartenaient au passé, avant l'arrivée du nouveau chef de l'organisation, car ces traditions sinistres n'existaient plus. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance pour Alma. Elle avait été enseignée différemment. Alors qu'elle levait sa dague pour l'achever, elle fut stoppée par un homme nommé Simon Gregory, le chef actuel de l'organisation. À cause de cet incident, Alma fut expulsée et ne put jamais réintégrer la société, car elle incarnait un comportement désuet qui n'était plus désiré. Cette organisation a beaucoup changé, au point d'être sur le point de devenir une institution d'État, en réorientant son activité des exécutions vers l'espionnage, car le nouveau chef croit que cela garantira l'avenir de la société. Noël se sent anxieux à l'idée d'être pris pour cible en sachant cette histoire, mais Alma le rassure en disant qu'elle le protégera, se qualifiant elle-même de grande sœur du garçon. Plus tard, alors qu'ils marchent ensemble dans la forêt, Noël demande ce qu'Alma sait des classes de soutien et des améliorations. Elle explique qu'elles sont faibles seules, mais apporte un soutien capable de changer le cours d'une bataille. À ce sujet, Noël souligne que les buffs ont une large gamme d'effets. Par exemple, il existe la capacité commandement d'attaque qui, bien qu'elle puisse clore un combat en un clin d'œil, si elle est mal utilisée, pourrait conduire son propre groupe à la mort. C'est pourquoi celui qui fournit l'amélioration doit analyser l'ensemble du combat avant d'agir, et les commandes doivent toujours viser à tirer le meilleur parti de chaque compagnon sur le champ de bataille. Un autre détail important est que les talkers ne peuvent pas se renforcer eux-mêmes, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas se débrouiller seuls. Alma commente que Noël est capable de cela, ce à quoi il répond que s'il ne l'était pas, il serait mort depuis longtemps. À leur arrivée à destination, Noël demande à Alma d'attraper un monstre pour lui, car la flore et la faune ont muté en raison de l'abysse et, bien qu'elles ne soient pas aussi dangereuses que les bêtes sauvages, elles ne doivent pas être sous-estimées. Aujourd'hui, Alma vise un lapin tueur, un lapin de fer cornu. Noël lui propose de capturer les lapins avec un de ses buffs actifs sur elle, mais elle pense ne pas avoir besoin d'aide, alors Noël explique qu'Alma doit posséder l'aptitude Axel en tant que classe reconnaissance, une technique qui lui permet d'accumuler de la vitesse jusqu'à 5 fois son rythme normal. Cependant, il lui a fallu longtemps pour adapter son corps à ce type de capacité, sinon elle se serait brisé les os et les muscles en l'utilisant de manière excessive. Cela dit, sachant que le corps doit s'adapter au buff reçu, le talker veut voir à quel point Alma est compatible avec ses sorts de soutien, car le résultat déterminera leur plan pour l'avenir. Ainsi, Noël lance les sorts voix de bataille et tacticien sur elle, puis lui demande de pousser l'Axel à sa limite, augmentant sa vitesse de 5 à 6 fois. Le test sera terminé si Alma parvient à attraper au moins un lapin en moins de 10 secondes. Sans perdre de temps, Alma se lance dans la mission et capture plusieurs lapins en cours de route, impressionnée par l'effet des sorts d'un talker. Elle revient avant la limite de temps avec 13 lapins tueurs, et Noël compte 8,6 secondes avant son retour. Le chef est stupéfait par la rapidité avec laquelle elle s'est adaptée au buff dès sa première tentative. Quoi qu'il en soit, l'entraînement est jugé complet, et Noël se sent suffisamment confiant pour entreprendre leur mission en groupe. Il montre ensuite une lettre provenant d'un petit village où ils avaient déjà éliminé des monstres. Selon la lettre, un groupe de voleurs est apparu près du village de Mintz. Ce sera la première mission pour le Blue Beyond ressuscité. Peu de temps après, l'équipe se dirige vers le village en calèche, ce qui ravit Alma, car elle n'en avait jamais monté une auparavant. Noël coupe court à sa joie en lui assurant que ce n'est amusant qu'au début et que le trajet jusqu'à Mintz sera irritablement long. Comme ils auront beaucoup de temps, il mentionne les différentes tâches que les chercheurs doivent accomplir, en plus de tuer les monstres provenant de l'abysse. Cela inclut la chasse aux monstres, la traque et la capture de criminels, les chasses aux trésors et enfin les chasses mythiques, qui impliquent l'exploration de territoires inconnus. Les problèmes avec des criminels, comme celui que Blue Beyond s'apprête à traiter, relèvent généralement de la responsabilité du seigneur local, mais leur intervention est souvent trop lente,
et les villages risquent d'être détruits avant l'arrivée des renforts. Dans ces cas, les seigneurs peuvent demander l'aide des chercheurs. Ce contrat particulier vient d'un village agricole pauvre, il est donc peu probable qu'ils reçoivent une récompense, mais cette mission sera un test. En entendant cela, Alma est enthousiaste à l'idée de vaincre les méchants qui menacent les villageois innocents, ce qui touche Noël, car cela lui rappelle un moment similaire avec son ancien groupe. À un moment du voyage, le groupe s'arrête à Eudora pour la nuit, et Alma se plaint de la raideur de son corps. Le lendemain matin, ils échangeront de calèches et continueront vers Mintz. La première tâche est de trouver un logement, mais cela s'avère être le plus grand défi de l'aventure jusqu'à présent, car toutes les auberges sont complètes. Après de nombreux efforts, ils finissent par obtenir une chambre, et Noël laisse Alma prendre le lit pendant qu'il dort par terre. Alma lui demande pourquoi ils ne peuvent pas dormir ensemble, ce qui embarrasse le garçon et le pousse à maintenir sa décision. Lorsqu'il sort du bain sans chemise, sa compagne remarque qu'il faut beaucoup d'efforts pour obtenir un corps comme le sien, mais elle ajoute que, peu importe combien Noël se surpasse, il ne pourra jamais rivaliser avec les combattants de première ligne, car le travail acharné ne surpasse pas le talent. Si Noël était un guerrier comme Overdette, il pourrait devenir le chercheur ultime, mais ce n'est pas le cas. Entendant ces paroles, Noël lui demande de fermer les yeux et, sans prévenir, lui touche le front. Alors qu'il s'allonge pour dormir, il réfléchit aux mots d'Alma, reconnaissant qu'il comprend très bien ce qu'elle voulait dire, car durant son enfance, il s'est retrouvé avec la classe la plus faible et a eu besoin de l'entraînement de son grand-père pour devenir ne serait-ce qu'un peu fort. L'histoire se poursuit avec Noël et Alma qui vont voir le maire. Celui-ci les accueille chaleureusement et demande des nouvelles du reste de leur groupe. Noël explique que les 3 autres membres ont quitté, ne laissant que lui et Alma comme les 2 seuls combattants restants. Ensuite, il rassure le maire en disant qu'ils s'occuperont des voleurs aujourd'hui. Ils sont ensuite invités à prendre le thé chez le maire. Lorsqu'ils arrivent, la fille du maire se tient derrière la porte pour les observer. Noël devine qu'elle attendait leur chef, qui n'était pas venu avec eux. Noël demande au maire de revoir les détails de la mission et lui fait remarquer qu'il a écrit dans la lettre que le gang de bandits comptait environ 20 membres. Une ville voisine avait déjà été attaquée par le gang, laissant derrière elle de nombreux cadavres. Ils avaient pillé le village et emporté les femmes. Noël demande ensuite où se trouvent exactement les voleurs, car il veut localiser leur cachette. Le maire leur indique qu'ils se cachent dans la forêt de l'Est, sur des rochers. Puis, Noël aborde la question du paiement, rappelant que la lettre mentionnait un paiement de 200 000 pièces d'or à l'avance et 300 000 une fois la mission accomplie. Contre toute attente, le maire lui donne l'argent rapidement, ce qui surprend Noël, qui pensait qu'il y aurait plus de discussions. Cela montre à quel point le maire a dû travailler dur pour rassembler cette somme, ce qui prouve qu'il est vraiment inquiet. Noël dit au maire qu'ils reviendront une fois la mission terminée. La fille du maire l'interpelle alors et lui demande s'il va battre les voleurs. Tandis que Noël et Alma s'éloignent, il lui répond qu'il le fera et qu'il reviendra vite vers elle. La fille lui offre un jouet et lui souhaite bonne chance. Cela lui rappelle quelque chose, il lui avait appris à fabriquer ce jouet en forme de libellule en bambou lors de son dernier séjour. Elle lui dit avec fierté que le sien vole plus haut et plus vite que les jouets des autres enfants, mais celui-ci est spécial car Noël le lui avait offert et elle l'aime depuis. Elle ajoute que sa mère et elle l'attendront pour lui préparer quelque chose de délicieux. Plus tard dans la nuit, Noël se rend à l'endroit où se cachent les voleurs. Il constate immédiatement que l'homme chauve avait tort, car il y avait 2 fois plus de bandits qu'avant. Un groupe aussi important ne pouvait pas être simplement des petits voleurs. En les observant de plus près, Noël reconnaît leur chef, un homme qu'il connaît, Gordo lame de rasoir, un criminel ayant une récompense de 2 millions de fils sur sa tête. Noël est choqué de le voir encore en vie, car il le connaissait comme un criminel de bas niveau ayant des liens avec la famille des éclaireurs. Noël propose à Alma de se charger de Gordo pendant qu'il s'occupe des autres, mais elle dit que les bandits trouveront Noël s'il s'approche trop près. Grâce à ses compétences, elle peut cacher sa présence. Noël lui demande de se taire et lui dit qu'il a une bonne idée. Il utilise une compétence appelée lien qui permet à des amis de partager leurs pensées à distance, et dit à Alma de se préparer. Elle s'approche très près des voleurs, prête à attaquer dès que Noël donnera l'ordre. Il lui dit qu'il utilisera sa capacité hurlement foudroyant pour attaquer les voleurs. Noël lance son sort immobilisant les voleurs de dehors tandis qu'Alma attaque par surprise et tuant leur chef. Noël lui dit de continuer à occuper l'ennemi jusqu'à ce qu'il arrive. De nombreux bandits sont tués pendant qu'Alma les distrait habilement, mais Noël commence à s'inquiéter car il sait qu'Alma aime trop tuer, ce qui pourrait poser problème. Noël finit par rejoindre le combat et utilise une bombe éclair qui rend la vision difficile, puis tire avec une balle de feu, enflammant toute la zone et tuant tous les voleurs. Une fois leur mission accomplie, Noël et Alma rapportent la tête du chef des bandits au maire. Celui-ci accepte de donner à Noël le reste de l'argent, mais il les invite d'abord à dîner avec sa famille, où sa femme et sa fille ont préparé un véritable festin. Après le dîner, Chelsea, la fille du maire, demande à Noël si elle peut devenir une grande chercheure comme lui. Il lui répond que tout adulte peut devenir chercheur après un enregistrement. Elle serait normalement placée dans une école de formation dès qu'elle s'inscrit auprès du gouvernement. L'Empire gère l'école, donc elle est gratuite pour tout le monde.
Il y a un cours de 2 ans pour les troupes de première ligne et un cours d'1 an pour ceux qui travaillent à l'arrière. Ensuite, il lui explique qu'il ne paie pas ses frais de subsistance, donc elle devra les gérer elle-même, en épargnant suffisamment d'argent avant de rejoindre l'école. Chelsea est surprise lorsque Noël dit cela. Il poursuit en expliquant que les fans aident les éclaireurs de différentes manières. S'inscrire au sein de la guilde lui rapportera de l'argent, mais surtout, cela lui donnera l'occasion de voir comment les professionnels se battent. Chelsea est déterminée à rejoindre le Blue Horizon si elle devient une bonne éclaireuse. Noël accepte et lui dit qu'il serait ravi de se battre à ses côtés. Plus tard, le maire organise une fête avec Noël et Alma, leur offrant une boisson extrêmement coûteuse. Noël comprend immédiatement que la boisson est empoisonnée. Le maire affirme que ce n'est pas vrai, mais Noël lui rétorque qu'il n'aurait pas à les payer s'ils étaient morts, ce qui lui permettrait de prendre leur argent et leurs équipements. 3 éléments poussent Noël à être certain de l'empoisonnement. D'abord, le maire a menti sur le nombre de voleurs pour éviter de payer la récompense complète. Ensuite, il n'aurait pas ouvert une bouteille valant 100 000 pièces d'or sans y réfléchir à 2 fois. Enfin, la boisson est de mauvaise qualité et son odeur indique qu'elle a commencé à se détériorer, ce qui signifie qu'elle a été ouverte il y a longtemps, même si le maire prétendait la garder pour une occasion spéciale. Le ton en colère du maire en parlant de la boisson trahit également ses intentions. Noël force ensuite le maire à boire le contenu, ce qui le rend furieux. Le maire lui ordonne de quitter la ville immédiatement, mais Noël le réduit au silence avec son sort de confession. Finalement, le maire avoue avoir empoisonné la boisson pour inciter Noël et Alma à tuer les voleurs afin de les éliminer ensuite et leur voler leur argent et leurs biens précieux. En entendant cela, Chelsea est effondrée. Noël frappe violemment le maire, lui crevant l'œil droit, et menace de le déchirer en morceaux. Malgré les supplications, Noël ne se laisse pas attendrir, car le maire avait tenté de les tuer. Le maire propose 300 000 pièces d'or, mais Noël rit en disant que ce n'est même pas suffisant. Il exige que le maire lui apporte tout l'argent caché dans la maison. Le maire explique qu'il ne peut pas, car il a des dettes. Cela rend Noël très en colère, et il lui dit que ce sera la dernière chose qu'il verra. Le maire avoue alors avoir emprunté de l'argent à la mafia liée à la famille Gambino et qu'il le tuerait s'il ne remboursait pas. Noël reste indifférent et décide de le tuer quand même. Chelsea supplie Noël de ne pas le faire et lui donne tout l'argent qu'il possède, soit 820 000 pièces d'or, sans rien garder. Noël annonce à Alma qu'ils s'en vont, prenant l'argent. Chelsea crie qu'elle les déteste tous tandis que le maire éclate en sanglots, réalisant que tout est terminé. Alma parle ensuite avec Noël, pensant à la difficulté d'être chercheur. Il se dit que s'il avait eu peur de décevoir les gens, il se serait caché sur une île déserte depuis longtemps. Et elle ajoute que lorsqu'il traverse une période difficile, il peut toujours parler à sa grande sœur. Lorsqu'elle le traite comme un enfant, Noël s'énerve et lui demande d'arrêter. Alma se moque de lui en disant que son petit visage mignon est de sa faute. En rentrant, ils aperçoivent un énorme dirigeable dans le ciel. Le dirigeable est très grand, et Noël dit qu'il fait partie du clan Gaudiné, qui a un symbole de 3 étoiles. Il leur explique que l'Empire a reconnu ce clan et qu'il y a un total de 7 emblèmes. Chaque clan a un rang basé sur sa puissance et ses réalisations, allant du moins important au plus important, 2 emblèmes à 2 étoiles et 4 insignes à 3 étoiles. Les détenteurs de ces emblèmes ont notamment le droit de posséder un aéronef. Alma trouve le dirigeable impressionnant et pense qu'il doit y avoir beaucoup d'éclaireurs puissants à bord, ce à quoi Noël répond qu'ils ne sont pas seulement forts, mais aussi intelligents, expérimentés, riches et courageux. Il leur dit qu'ils feront partie des emblèmes dans 1 an. Alma repense à une conversation qu'elle a eue avec un vieil homme. Il lui avait dit qu'elle était douée pour se battre, mais lui avait posé une question simple sur la mort de Alcor, l'ancien chef de l'association. Elle avait répondu que, comme il était jeune, il était une cible facile. L'homme avait demandé par curiosité, même s'il savait que Alcor était une personne effrayante dont la force faisait de lui un tueur et rien d'autre. Elle avait aussi dit que Alcor avait tout de même perdu contre Verdette. L'homme avait convenu que Alcor était très fort, mais qu'il y avait un mur qu'il ne pouvait pas franchir. Il avait ensuite supposé qu'Alma n'était pas la nièce de Alcor, mais sa fille. Alma avait précisé qu'elle n'était qu'une enfant née de femme que Alcor avait prise dans un village. Alcor ne voulait pas d'enfant, il voulait être recréé. Il pensait qu'en faisant une copie de lui-même qui ne pourrait jamais mourir, cela l'aiderait à oublier l'humiliation de sa défaite contre Verdette. Elle avait souffert pendant 21 ans en étant formée à devenir une tueuse, sans jamais connaître le bonheur. Elle se demandait pourquoi elle avait dû endurer toute cette douleur si elle n'était plus nécessaire. Voyant à quel point elle était troublée, le vieil homme lui avait parlé d'une personne intéressante dont il avait entendu parler, un éclaireur en mission nommé Noël, qui était le petit-fils de Verdette, connu pour être très fort malgré le fait qu'il appartenait à la classe des orateurs, souvent considérée comme la plus faible. Dans le présent, Alma serre Noël dans ses bras chaleureusement et lui dit qu'elle se battra toujours à ses côtés. Alors qu'un garçon met KO un officier et prend son identité, il retourne au poste de travail du garde, disant qu'il se sent mieux au niveau de l'estomac. Curieux, il pose des questions sur le prisonnier qu'ils ont là, remarquant qu'il est très calme et ne fait aucun bruit. Cela attire son attention, et on lui dit que c'est un assassin nommé Hugo le marionnettiste. D'un autre côté, nous voyons Noël s'entraîner avec un grand poids sur le dos,
apparemment chaque matin, se rappelant que c'est son grand-père qui l'a initié à cet entraînement lorsqu'il a dit vouloir devenir chercheur, ce qui a transformé son grand-père en un mentor strict. Étant donné que les talkers ne peuvent pas se renforcer eux-mêmes, il doit s'entraîner pour affronter les autres. Noël s'entraîne depuis son plus jeune âge, au point qu'il est maintenant indéniable qu'il a les compétences d'un grand guerrier. Alors qu'il prend une douche, Noël se remémore les paroles d'Alma, qui lui avait dit que peu importe combien il s'entraînerait, il ne pourrait jamais surpasser le talent naturel. Plus tard, Alma arrive chez lui et remarque que sa chambre est rangée. Puis, par surprise, elle le pousse sur le lit, obligeant Noël à utiliser sa force pour la maîtriser, car elle trouve Noël adorable quand il est en colère. Elle plaisante en disant qu'elle veut l'embrasser, ce qui pousse Noël à lui donner un coup pour qu'elle se contrôle. Un peu plus tard, Alma semble souffrir de maux de tête dus au coup de Noël, mais il lui répond qu'elle ne peut pas se plaindre après l'avoir poussé sur le lit. Alma remarque alors un couple marchant bras dessus bras dessous et veut les imiter, disant qu'ils profiteront de leur rendez-vous. Noël lui dit que leur première destination sera la guilde des évaluateurs, où ils peuvent évaluer leur rang et l'augmenter, un processus réservé aux gnomes. Peut-être y vont-ils pour qu'Alma puisse monter en grade, bien qu'il semble qu'ils n'avaient pas encore prévu de le faire. En observant l'évaluation d'un aventurier, Noël demande à Alma si la marque sur sa poitrine est une marque de montée de rang, ce qu'elle confirme en révélant que la marque apparaît généralement sur la poitrine, le dos ou la main quand il est temps de monter en grade. Toutefois, elle espère que la marque de Noël apparaîtra sur ses fesses. La personne qui les évalue dit à un chercheur qu'il peut monter de rang, ce qui pousse Noël à demander à Alma si elle sera une tueuse, car cela lui serait utile en combat. Toutefois, ils devront empêcher les nouveaux membres de faire de même. Cela intrigue Alma, qui demande si Noël prévoit de recruter plus de gens. Il lui répond que oui, car il serait imprudent pour eux deux d'entrer seuls dans l'abysse. Alma, un peu attristée, accepte pour le moment, et ils poursuivent leur rendez-vous. Noël lui dit qu'il l'emmènera dans une armurerie qu'il visite souvent pour réparer son équipement. Là-bas, il salue chaleureusement le vendeur, qui remarque Alma et devine quelle est la nouvelle recrue. Cependant, il est surtout attiré par sa forte poitrine, ce qui agace les deux. Il se dirige ensuite vers une librairie pour acheter des guides de compétences. Noël demande à quelqu'un de lui montrer des livres appropriés, tandis qu'Alma lui demande s'il ne va pas y jeter un coup d'œil lui-même. Il lui répond qu'il doit aller dans une autre boutique pour acheter quelque chose pour lui. Il lui donne un budget d'1 million et lui rappelle de ne pas gaspiller l'argent uniquement en livres. Alma revient alors avec une peluche et explique qu'elle n'a pas gaspillé l'argent, car elle a aussi acheté une compétence de tir qui réduit de moitié la défense de la cible, pour 800 000 fils, la peluche ayant coûté 200 000 fils, ce qui fait une bonne affaire. Elle demande alors si Noël a acheté quelque chose, mais il semble que ce qu'il cherchait était hors de son budget, un objet pour éliminer les morts vivants coûtant 30 millions. À ce moment, un homme passe à côté de Noël et lui dit qu'il doit s'occuper de quelque chose, laissant Alma seule. Elle est agacée qu'il l'ait laissée seule lors de leur rendez-vous et pense que c'est pour cette raison qu'il n'a pas de petit ami. Noël rejoint un certain Loki, qui dit qu'ils auraient pu se retrouver dans un endroit plus propre. Toutefois, Loki ajoute que c'est risqué, car il ne peut pas se permettre d'être découvert. Loki lui remet alors des informations sur le prisonnier qu'il recherchait, car Noël semble vouloir Hugo dans son groupe. Noël dit qu'il est convaincu de son innocence et veut qu'il enquête à son sujet. Cela intrigue Loki, car Noël avait d'abord trahi ses compagnons et maintenant veut libérer un prisonnier. Noël prend cela comme un compliment, sachant que Loki est le meilleur enquêteur, surtout parce qu'il est un imitateur pouvant copier l'apparence de n'importe qui et s'infiltrer où il veut, avec une classe si rare que même les évaluateurs ne pourraient la comprendre. Noël remet l'argent et, avant de partir, Loki l'informe d'une drogue qui circule dans les environs. Elle provoque un énorme rush, mais entraîne ensuite une rage incontrôlable. Noël sait que la famille Luciano ne permettrait jamais cela, mais, à sa grande surprise, une branche de la famille Luciano la vend. De plus, cette zone est sous le contrôle de la famille Gambino. Ils doivent donc maintenant s'inquiéter d'une drogue qui rend les gens fous, ce qui est sans aucun doute un problème supplémentaire. Pendant ce temps, Alma est très agacée d'avoir attendu Noël aussi longtemps et mange de grandes quantités de nourriture. À ce moment-là, quelqu'un s'approche d'elle alors que Noël revient. On raconte que l'ancien chef est mort et que son fils a pris sa place. Mais l'ancien chef était un homme respectable, même apprécié par Finocchio, et il n'aurait jamais permis que cette drogue soit vendue. Noël aperçoit un jeune homme dans une situation misérable et, pris de pitié, décide de lui laisser une pièce. Mais le jeune homme lui dit qu'il a fait tomber de l'argent en essayant de le lui rendre, tout en la mettant en garde contre les dangers de cet endroit, pensant qu'elle est une fille. Cela agace Noël, qui répond qu'il est un homme et qu'il n'a pas besoin de cet argent touché par ses mains sales. Le jeune homme tente de le suivre, mais Noël le frappe, lui rappelant de comprendre sa valeur, qui est inférieure à celle d'une pièce d'argent. Cela énerve l'homme, qui affirme qu'il ne se laissera pas insulter si facilement. Noël remarque que sa posture n'est pas celle d'un novice et le jeune homme attaque Noël avec grande vitesse. Noël esquive, mais il continue de l'attaquer jusqu'à ce que Noël le repousse. Son habileté est celle d'un grand épéiste. Est-ce que Noël est en difficulté? L'épéiste demande si les ninjas,
et Noël répond qu'il n'en est pas un, mais un orateur. Comprenant la force de Noël, ils décident de se battre sérieusement, et les deux se préparent pour un affrontement intense. Mais un petit homme les arrête, leur disant d'attendre. Alma, de son côté, discute avec la jeune femme, lui disant qu'elle doit choisir entre combattre en tant qu'assassin ou tortionnaire, mais aussi qu'elle pourrait être poursuivante ou membre du groupe de bandits. Conscient qu'ils doivent faire ce qui est le mieux pour le groupe, Alma pense que Noël est probablement en train de recruter de nouveaux membres. Retour avec Noël, le petit homme lui dit qu'il devra payer pour son insolence et utilise une bague pour blesser gravement l'homme. Noël comprend que ce qu'il a fait est illégal, sauf s'il s'agit d'une relation maître-esclave. Après cela, le petit homme demande qui est cette jolie fille, affirmant qu'il ne fera rien plus qu'il est un gentleman. Noël l'envoie balader, le prévenant de faire attention à ses propos, car Noël peut être effrayant quand il devient sérieux. Le petit homme vient du sud et n'est pas marchand, mais gérait un colisée clandestin pour la famille d'Alberne avant d'être découvert en train de voler le chef. Il a donc fui pour ne pas être poursuivi. Alma pense toujours à recruter plus de monde, car l'affiche reste dans la place. Noël demande si cet homme est un gladiateur, ce qui est confirmé, et propose de l'intégrer au colisée clandestin. Le petit homme propose alors à Noël de participer, mais Noël refuse en précisant qu'il est un chercheur, ce qui surprend le petit homme et agace Noël. Alma, pour sa part, n'est pas contre le fait que Noël ramène de nouvelles recrues. Noël sait que s'il se débarrasse du petit homme, il pourra garder les péistes pour lui, mais Alma affirme qu'elle est la seule dont il a besoin. S'il devait emmener quelqu'un d'autre, elle n'accepterait jamais les péistes.